de recevoir une autre figure emblématique de la diaspora africaine. Il a écrit un livre, L'industrialisation raisonnée de l'agriculture africaine. C'est le docteur Désiré Ngalieu. Bienvenue, monsieur Ngalieu. Merci madame. Et nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Canal Sénat. Bon, c'est pas le plateau de Canal Sénat puisque nous sommes arrivés jusqu'à Rennes pour vous rencontrer. Et voilà, vous avez une passion et même vous travaillez dessus depuis longtemps, c'est l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Comment avez-vous commencé? Oui, parler de moi, c'est trop dit, j'aime pas trop parler de moi. Mais Ok. comme dans le cadre de cet entretien, je vais vous dire qui je suis. Évidemment, je suis un enseignant d'université, je suis universitaire et également travaillant dans un laboratoire privé. Donc globalement, je suis un expert en agriculture durable. Ok, expert en agriculture durable, vous avez étudié la science économique à Yaoundé, Oui. mais vous avez décidé de vous concentrer sur l'agriculture, sur le développement. Comment en êtes-vous arrivé là? Oui, évidemment, c'est un parcours pas assez habituel. C'est un parcours très curieux. Je suis arrivé en France en 92-93 et puis j'ai poursuivi une année d'études en sciences économiques où j'ai obtenu une maîtrise de gestion d'entreprise et une sélection de troisième cycle portant sur l'agriculture et l'environnement. Je candidate et on me recrute à Rennes. Donc j'arrive à Rennes où je fais un troisième cycle, ce qu'on appelait à l'époque le DECSS, diplôme d'enseignement supérieur spécialisé sur l'analyse de projets agricoles et industriels. Donc je l'obtiens. Après l'obtention de ce diplôme, je fais évidemment, pendant que je faisais ce diplôme-là, je travaillais la nuit pour financer mes études dans des élevages industriels. Ok. Et là, je découvre évidemment que l'agriculture, telle qu'elle était pratiquée, telle qu'elle est pratiquée sur le sol breton, peut également s'appliquer chez nous pour évidemment éradiquer ou à la limite freiner la faim et lutter contre la pauvreté. Oh, c'est dans ce sens alors que vous avez écrit votre livre, L'industrialisation raisonnée de l'agriculture africaine. Ça veut dire que dans votre livre, vous faites une sorte d'étude prospective et quels sont vos exemples, quels sont vos cas d'école? Oui, je pars sur un problème que je viens de vous signaler, c'est-à-dire le problème de la pauvreté en Afrique et de la faim. C'est-à-dire je pars sur ce postulat, comment résoudre, comment vaincre la faim en Afrique et lutter contre la pauvreté. L'agriculture étant la source, la première source de revenus de tous les pays qui sont développés, les pays émergents aujourd'hui, ont puisé, fondé leur richesse, leur émergence sur l'agriculture. Je me suis posé la question pourquoi, évidemment, l'Afrique, qui a tant de problèmes de faim et tant de problèmes de pauvreté, donc des millions de pauvres encore, presque 840 000, 642 000, vous avez dans l'ouvrage, de millions de pauvres encore en Afrique. Bon, la seule solution, la seule réponse que j'ai trouvée, c'était d'industrialiser l'agriculture en Afrique pour permettre à tous les Africains de manger à la faim. Mais pour bien faire cette étude prospective, j'ai essayé d'utiliser l'exemple breton, l'exemple brésilien, indien, en corrigeant, en améliorant, c'est-à-dire en raisonnant cette industrialisation qui s'est passée ailleurs. Étant donné qu'ailleurs, évidemment, c'était un progrès, un outil de progrès, mais derrière, cet outil de progrès a également créé d'autres problèmes, qui étaient les problèmes environnementaux. Oui. Donc justement, quand je circonscris le titre de mon ouvrage et même le travail prospectif que je fais sur l'agriculture industrielle raisonnée, c'est tout avec un objectif de corriger les erreurs des Occidentaux et d'autres pays émergents. Ah, ok, bon, ça veut dire que corriger les erreurs, vous avez pris l'exemple indien. Voilà, c'est un exemple qui peut nous parler. Nous avons besoin peut-être de plus d'informations par rapport à cela pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre pourquoi l'Inde aujourd'hui peut être utilisée comme modèle. Et bon, modèle en utilisant les méthodes plus adaptées au sol africain et aussi les méthodes de protection de l'environnement. Oui, l'Inde est un pays, déjà c'est quasiment un continent avec 1,2 milliard d'habitants, donc, qui connaît également des poches de famine. Et face à ces poches de famine, le gouvernement indien a mis en place pour réduire la faim un système d'aide sociale. Donc chaque Indien devrait chaque
chaque famille pauvre devrait recevoir une assiette par personne de céréales tous les jours. Et donc, cet exemple est utilisé comme des modèles qui ont réussi ailleurs, qui peuvent être appliqués également dans nos pays africains. Et donc, c'est à ce titre-là que je prends cet exemple de résorption de la famine. Sur le travail agricole, l'Inde est un pays très avancé puisque son agriculture est mécanisée. L'Inde est passée d'une famine des années 1943, où une famine a décimé plus de 300 millions d'habitants, plus de 30 millions d'habitants. Et aujourd'hui, évidemment, il y a encore des poches de famine, mais l'Inde a une politique sociale assez puissante, assez intéressante, qui peut intéresser les pays africains, étant donné que l'Inde correspond également à un pays du Sud. Ok, et nous allons parler du pays d'où vous venez. Comment pensez-vous que ce modèle indien peut être adopté au Cameroun? Et déjà au niveau du Cameroun, je pense que l'Inde nous aide déjà énormément. L'Inde a fourni des tracteurs. L'Inde est un pays qui fabrique des tracteurs, qui monte des tracteurs. À ce niveau-là, au niveau de mécanisation, le pays de l'Inde nous apporte déjà beaucoup de soutien à ce niveau-là, au niveau de la mécanisation, la formation de nos techniciens. L'Inde aussi peut être un exemple pour nous dans la façon de travailler, parce qu'ils sont aussi manuels. L'agriculture est un travail initialement manuel. Donc nous devons, peu importe le niveau d'études qu'on peut avoir, on doit d'abord, pour faire l'agriculture, il faut penser à travailler manuellement. Oui, pensez-vous, quelle culture pensez-vous pouvoir nourrir chaque Camerounais chaque jour, tous les jours, chaque Camerounais? L'Inde est un pays qui travaille beaucoup, qui cultive du riz. La riziculture, on peut le faire évidemment chez nous. On a des zones marécageuses, on peut utiliser, on a pu profiter de l'expérience indienne à ce niveau-là. Il y a aussi l'aspect, la production végétale. L'Inde produit énormément du végétal, donc avec des méthodes beaucoup plus écologiques, donc dans une agriculture raisonnée. Ok. Beaucoup plus raisonnée. Ah, d'accord. Et quels sont quel est votre point de vue, quel est votre avis par rapport au fait que des gens se plaignent? Au Cameroun, il y a eu le commerce agro-pastoral de Kribi, il y a eu des tracteurs qui ont été offerts aux populations, mais ces tracteurs-là croupissent dans les champs parce que ces populations ne savent pas vraiment les utiliser ou négligent cela au profit de la houe. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Évidemment, s'il fallait parler de la situation des tracteurs, des aides octroyées, envoyées au Cameroun par des organismes internationaux et qui évidemment se terminent dans les bureaux, dans les caisses ou dans les banques des autorités, il y aura beaucoup de choses à dire. Bon, mais s'agissant tout simplement de la situation que vous décrivez, je pense qu'on a mis les charrues avant les bœufs, comme on dit en agriculture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon ouvrage, je le dis, il y a d'abord des prérequis. Des prérequis pour mettre en place un modèle. Parce qu'en Afrique, au Cameroun en l'occurrence, on n'a pas de modèle agricole. Il faut un modèle agricole basé soit sur l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on va produire de façon industrielle, soit on va produire de façon artisanale ou de façon biologique, voilà, ou paysanne. Bon, ce sont des modèles qu'il faut mettre en place. Or, la politique agricole du Cameroun, déjà la politique n'est pas claire, il faut d'abord définir la politique agricole. Et cette politique permettra au Cameroun d'entrée de jeu, d'insister sur la formation des agriculteurs, de créer un statut d'agriculteur, parce qu'il n'y a pas de statut d'agriculteur. Donc, les agriculteurs, évidemment, tout le monde se lève du jour au lendemain, devient agriculteur. Évidemment, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus une évolution à ce niveau où, pour recevoir des aides, il faut créer ce qu'on appelle des groupements d'intérêt économique, des GIC. Donc, il y a d'abord ces prérequis qu'on doit avoir au Cameroun. C'est-à-dire former des agriculteurs, et n'importe qui ne doit pas se lever le matin pour être agriculteur, parce que c'est un métier. C'est une entreprise qu'on met en place. Ouais, peut-être le nom d'agriculteur, puisque au Cameroun, on sait dans les foyers, il y a les champs partout, donc les foyers s'auto-nourrissent déjà à base de l'agriculture. Oui, mais c'est un métier comme tout autre. C'est une entreprise en fait d'ailleurs. C'est une entreprise. C'est pas l'agriculture. Un chef d'exploitation, c'est un entrepreneur. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui doit payer les impôts. Et si l'État met en place ce statut professionnel, qui peut être agriculteur ou pas, je pense qu'on aura plus d'intérêt à normaliser les statuts parce que l'État il aura énormément de retombées fiscales. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez écrit un livre et est-ce que vous faites des conférences au Cameroun? Est-ce que vous avez des projets là dans ce sens? Oui, je fais depuis 4 ans, j'enseigne à l'université de Yaoundé
2, Mhm. dans l'université Yaoundé 2, dans 2 masters. Il y a un master basé sur l'agriculture et l'environnement. Dans ce master-là, j'enseigne l'agriculture durable. Mhm. Et il y a un second master qui est basé sur l'analyse de projets agricoles, dont je leur fais des conférences, des séminaires et des cours. Ah, mais c'est intéressant. Nous avons un autre as de l'agriculture au Cameroun, Pougala, vous le connaissez Oui, sûrement. Pougala, oui. Et nous voyons sa méthode est la suivante. Il essaye d'utiliser les conférences et il utilise également le sol, la pratique. Donc il va avec les étudiants, il leur montre comment utiliser tel ou tel pesticide ou alors n'importe quel matériau pour l'agriculture. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous faites déjà des choses alors dans ce sens? Oui, à Rennes, j'ai un cabinet, Mhm. qui analyse les projets des étudiants africains qui ont besoin. J'ai également, dans le cadre toujours de mon cabinet d'études, des partenariats, des éleveurs bretons qui peuvent recevoir des étudiants ou des jeunes Camerounais qui ont des projets qui veulent investir dans l'agriculture, donc qui peuvent faire des stages ou des formations dans ces élevages. Parce que j'estime que l'agriculture, je pense d'ailleurs fortement que l'agriculture est un métier, autant que le docteur Pougala le fait, c'est un métier beaucoup plus manuel, présent, qui prend du temps. Donc il faut connaître la technique et les pratiques, les moyens de travail. Donc, apprendre l'agriculture à l'école, c'est bien, mais d'abord, apprendre le savoir-faire, comment ça se passe. Et c'est pour ça d'ailleurs, dans le cadre de ce cabinet, j'ai des partenaires bretons, donc des éleveurs, qui acceptent de recevoir des Africains qui voudraient bien faire des stages ou apprendre le métier, conduire un tracteur, faire la formulation d'aliments, et ainsi de suite. Voilà, Vous faites dans la prospective, vous faites dans, qu'est-ce que je veux dire, vous faites dans la prospective africaine, ça veut dire que vous étudiez un lieu pour dire ce que nous pouvons tirer de ce lieu-là pour développer ce que nous avons chez nous. Vous faites aussi des conférences ici à Rennes et vos conférences à Rennes sont-elles basées sur l'agriculture africaine ou alors l'agriculture bretonne? Les conférences, j'en ai début, on est aujourd'hui le 29 février, depuis le début de l'année, je suis à la 4e conférence, une 5e qui est prévue à Lille le 19 mars. Donc la plupart de mes conférences tournent autour de l'agriculture africaine globalement, comment l'agriculture africaine doit avancer. Donc je reste toujours dans une étude prospective et avec des propositions. Des propositions comment l'agriculture africaine doit se moderniser pour avancer. Et surtout avec un objectif, nourrir la population. Puisque la mission de l'agriculture, c'est de nourrir la population et non de créer des devises, bien qu'il y a besoin de créer des devises. Ok, et les oreilles qui vous écoutent pendant vos conférences, ce sont les Africains ou alors c'est un mélange d'Européens? Comment vivez-vous ce genre de conférences où vous parlez de l'Afrique et voilà, il y a des Européens qui sont là, ils tirent quoi de vos conférences? Oui, le profil du public est assez mixte. Évidemment, nous sommes en Afrique, nous sommes sur un territoire français. Dans le public, il y a évidemment le public français qui vient comprendre, chercher à comprendre et puis s'intéresser à l'agriculture africaine. Et d'autre part, évidemment, il y a un public aussi massif, le public africain. Oui, parce que cette question, nous la posons parce que nous savons que les Africains vivent d'aide et nous avons peur puisque nous utilisons l'agriculture en Afrique comme moyen de subsistance et nous avons besoin que cette agriculture ici, dans l'avenir, puisse éteindre l'aide en Afrique. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Est-ce que quand vous allez en Afrique, ou alors vos idées d'écriture et de rédaction sont sur la base de la faim, de l'aide et de l'auto-alimentation en Afrique? Oui, si vous aurez le temps de jeter un coup d'œil dans l'ouvrage, je suggère énormément, évidemment, je pars sur les différentes causes du retard de l'agriculture africaine. Évidemment, il y a dans les causes exogènes, les causes qui viennent de l'extérieur, il y a l'aide alimentaire qui freine énormément le tissu de production en Afrique. Et dans le cadre de mon livre, je propose évidemment cette industrialisation pour évidemment résoudre, limiter ces aides qui viennent détruire totalement la
le tissu de production. Oui, puisqu'on sait que lorsqu'il n'y a pas un moyen d'aide, il y a toujours la population recherche toujours un autre moyen de subsistance. L'aide alimentaire. Ouais. Il y a aussi, au niveau de l'aide financière, c'est aussi différent. C'est des institutions internationales telles que la FAO, la Banque mondiale. Évidemment, c'est aussi intéressant, ça intéresse aussi les pays africains de recevoir ces différentes aides qui permettent de booster la production. Étant donné que les gouvernements, c'est un point très important également, les gouvernements africains ont des discours très incantatoires sur l'agriculture, l'industrialisation de l'agriculture, mais dans les faits, ne mettent pas les moyens qu'il faut. Quand on regarde le budget de la plupart des pays, vous l'avez découvert dans l'ouvrage, les budgets qu'ils consacrent, ils consacrent de 1 à 3% à l'agriculture. Le budget global de chaque, vous regardez les budgets, les lois de finances de la plupart des pays africains, vous allez voir que le budget est extrêmement faible. Or, quand vous regardez d'autres secteurs, en l'occurrence l'armée et la défense, les budgets sont énorme. 5-10 fois plus, parce que vous avez des budgets à 17-30% de l'armée. Sans compter les évasions des capitaux qui, normalement, si on les mobilise en Afrique, développent. Je vous donne un exemple. L'Afrique dépense 60 milliards tous les ans de dollars pour importer de la nourriture industrielle des autres pays. Il faut, d'après la Banque mondiale, 44 milliards pour développer, pour moderniser l'agriculture africaine. Voilà tout simplement la différence. Ça, c'est à dire en gros mots. Si on devait écrire, on l'écrirait à lettres gras. Oui. Et voilà, c'est majuscule et gras. Pour que les Africains enfin comprennent le petit dilemme dans lequel on se trouve. C'est paradoxal, décevant. Nous espérons que votre livre sera lu par plusieurs Africains et que les Camerounais qui se plaignent encore beaucoup du manque de l'alimentation, de la faim et tout ce qui va autour de l'infrastructure puissent tirer ici leçon. Est-ce que vous avez dit que vous ne financez pas, mais vous soutenez les projets, vous êtes en quelque sorte comme un conseiller? Oui, est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées pour les jeunes Africains qui ont des projets? Oui, vous allez sur le site AIDP, c'est Agence internationale pour la promotion du développement durable. Agence internationale pour la promotion du développement durable. De l'agriculture africaine. AIPDA. Ok, c'est Agence internationale pour la promotion, justement, vous allez vous taper AID, vous avez le site. Okay. AIPDA. Ok, d'accord. EPDA, si vous voulez. EPDA. AIPDA. Donc, Agence internationale pour la promotion du développement durable de l'agriculture africaine. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous espérons que notre échange va aider plusieurs Africains à se lancer dans l'agriculture. Nous vous remercions encore. Je reste à votre disposition. Oui, nous serons heureux de vous rencontrer encore peut-être lors d'une conférence et voilà. C'est un plaisir. C'est un plaisir que j'assisterai. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.